Ce concours international d'éloquence représente pour l'université, avec son ampleur, son envergure, son ouverture vers la francophonie, un moment fondamental de nos relations internationales, et c'est aussi la preuve de l'ouverture de l'université vers d'autres horizons au-delà de nos frontières, et c'est un point incontournable pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La coupole du Panthéon, quel symbole pour notre université et pour ce concours qui est accueilli dans ces lieux fantastiques. Je crois que c'est le haut patronage de tous ces grands personnages, ces grands hommes, ces grandes femmes, à l'aura considérable, qui vont peut-être entendre par-delà les siècles nos jeunes candidats pratiquer leur joute oratoire dans ce lieu symbolique, qui pourront être une source d'inspiration aussi pour nos candidats, je l'espère. Il faut savoir placer sa voix, s'exprimer envers un auditoire, enfin savoir... ça nécessite éventuellement du charisme, mais ça s'apprend. Être le plus proche de soi-même possible. De ne pas penser qu'il faut avoir l'air à l'aise ou avoir l'air formidable, je ne sais pas quoi, mais voilà, d'avoir éventuellement une pensée à défendre et de rester le plus proche de soi possible. S'associer à un événement universitaire qui promeut l'éloquence, pour la Fondation Voltaire, c'est participer à promouvoir le rayonnement de la langue française dans la francophonie et de rappeler que savoir toucher, émouvoir, convaincre, ça n'est pas réservé à une élite, c'est à la portée de tous. C'est une compétence qui s'apprend, l'éloquence, et c'est la raison pour laquelle on contribue volontiers à soutenir cet événement du concours international de l'éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous, dans nos associations, on essaie vraiment de mettre la parole sur le devant de la scène, quelles que soient ses formes et quelle que soit la provenance de la langue, parce qu'on a des gens à l'université de plein de milieux différents, de plein d'origines différentes. Et je trouve que la diversité des candidats, notamment de cette finale, mais sur l'ensemble du concours, a été vraiment particulière cette année. Et aussi, je trouve que la diversité des styles oratoires a été très bien représentée. Donc voilà, j'en suis d'autant plus heureuse. Déjà, le rôle d'une association étudiante, c'est de rassembler les étudiants, mais aussi de les aider à se dépasser. Et donc Sorbonne ONU, déjà, on a formé des étudiants et étudiantes à l'art oratoire, ce qui leur a permis en fait de faire partie du jury de ce concours d'éloquence. Mais on a aussi abordé tout un aspect logistique. On a eu beaucoup de chance de pouvoir quand même faire cette finale sous la coupole, qui est quand même très différent du distanciel. Chers étudiants, chers collègues, chers amis de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soyez les bienvenus. Bienvenue dans cet écrin exceptionnel qu'est le Panthéon. Les duels vont pouvoir commencer. Alors, premier sujet, est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je ne vous parle pas de ces vacances hors de prix dont très peu peuvent s'offrir le luxe. Je vous parle des vraies vacances, celles de l'âme. Ce moment où, ayant enfin accompli ce que vous deviez faire, vous mettez le point final, la dernière ponctuation. Messieurs, dames, je vous invite à ces vacances pour le renouvellement, car il est temps de fuir et de tirer un trait sur ce qui fut indéniablement dur et voir la lueur au bout du chemin. Et je peux affirmer sans trop de réserve que vous viendrez, car comment continuer à avancer si jamais nous ne prenons de pause ? J'ai ouvert le bal aujourd'hui et pour nos vacances, je serai, je pense, un peu en avance. Amélie, qui ne vit que par le truchement de son écran, oublie de vivre, tout simplement. Mesdames et messieurs, cette génération me désespère profondément. Naguère, lorsqu'il y avait un concert, on pouvait voir la foule en délire, profiter du moment et repartir, rempli de souvenirs. Alors qu'aujourd'hui, les téléphones ont remplacé les briquets, il n'y a plus d'admirateurs que des Instagrammeurs. La seule chose qui leur importe, c'est de repartir avec de piètres photos et vidéos pour les partager sur les réseaux sociaux.
Deuxième duel, avec une question particulièrement adaptée à ce lieu. Seuls les génies sont-ils copiés? Seuls les génies sont copiés. Pour vous convaincre, il faudra d'abord savoir qui sont les génies. Albert Einstein, Léonard de Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart? Oh, si la question posée est seuls Einstein, de Vinci et Mozart sont-ils copiés? Bien entendu que la réponse est non. Mais pourquoi ne serait-ce que eux, les génies? Qui leur a attribué ce titre honorifique? Qui les a qualifiés comme tels? Qui se permet de dire si oui ou non une personne est un génie? Qui a assez de culot pour oser juger l'intelligence d'autrui? Les professionnels de jardinage, de géographie, de danse ou d'escalade, eux aussi sont des génies. En réalité, ce que l'être humain recherche, ce n'est pas toujours le génie. L'être humain est à la recherche de simples valeurs qui vont meubler ses habitudes de vie. Des valeurs comme le respect, l'humilité, la persévérance, la tolérance sont prises pour modèle sans qu'elles ne relèvent des attributs de génie. Et puisque nous sommes tous jeunes à ce concours international d'éloquence de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, disons-nous la vérité. Regardons-nous les yeux dans les yeux. La jeunesse que nous représentons, copie-t-elle encore les génies? Troisième duel. Sujet, doit-on fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve? Fuyant ces sentiments, le bonheur ne peut pas s'y sauver. La poursuite de la joie nous conduirait à errer, perdus comme Ulysse lors de son voyage. Comme une sirène, le chant du bonheur nous pousse vers les récifs. Ne soyons pas cruels contre nous-mêmes lorsque l'objectif n'est pas atteint. Si nous peinons autant à être heureux, c'est que nous voulons quelque chose qui n'existe point. Son passage est aléatoire. N'attendons pas en vain. Abandonnons les terrains et partons vers de nouveaux horizons. Ne faisons pas de la quête au bonheur notre raison d'être, puisque l'obsession pour cette divinité pourrait amener l'homme à s'épandre. Merci. Tout est dit. Vraiment. Mon contradicteur, cher Corrado, a tout à fait raison. Après tout, pourquoi prendre le risque du bonheur, fût-il commun, quand on peut se contenter de la certitude du malheur? Pourquoi se fatiguer à courir après une chimère quand le quelconque obscur ne demande que de chômer? Mais alors, cher Corrado, ces mots si tranchants, ces sons si chantants, cette Italie dans la voix et cette italique dans l'esprit, n'as-tu pas sué pour les écrire? N'as-tu pas aiguisé tes mots jusqu'à ce que ton stylo laisse des ampoules sur tes mains et de la lumière sur tes pages? Tout cet effort, cher ami, il n'est pas celui du confort de l'homme qui craint le bonheur. Au contraire, c'est la signature de l'orateur qui court droit vers la dopamine des beaux moments. Le bonheur est meurtrier, et pourtant, il n'a d'arme que la profondeur de nos cœurs. Il est meurtrier parce que le sourire d'un enfant ne laisse aucune chance à l'obscurité. Parce que sous les nuages menaçants, il n'y a de pied de nez que la piété de l'espoir amusé. Quatrième et dernier duel, le sujet, faut-il décrocher la Lune? Faut-il décrocher la Lune? Si je vous disais que tous ceux qui ont visé la Lune l'ont décroché, certains n'ont même pas réussi le décollage, d'autres ont été fauchés en plein vol. Mais comme disait Edgar Lasselve, pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses. Il suffit de les avoir tentés. Il faut tendre vers l'impossible, car les grands exploits passés ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Vouloir décrocher la Lune témoigne de la curiosité, de l'engouement, de l'engagement d'apprendre et d'entreprendre. Il est là, le secret des progrès de l'humanité, consistant à inventer, à solutionner les problèmes pour rendre la vie vivable, sortir des grottes pour construire des gratte-ciels, quérir la liberté et des droits pour tous, faire voler les avions dans l'air. Autant d'exemples de Lune décrochée, mais inatteignables, indépassables avant. On se demande s'il faut la décrocher, cette Lune. Je vous épargnerai tout discours scientifique, dithyrambique sur l'importance de la Lune. Je crois que personne n'a envie de parler ce soir de rayons orbitales,
d'incidence sur l'écliptique, de gravité de surface ou de période de rotation. Ce qui nous intéresse ce soir, je le crois, c'est la signification de cette expression. Décrocher la Lune, vous en conviendrez tout comme moi, c'est impossible. Des sacrifices, s'il le faut, on en fera. On en a déjà fait. Mais toujours le point levé. Combien, ainsi exhortés à arracher la Lune avec leurs dents, se les y sont cassés? Combien, poussés par cette société à atteindre des objectifs infrangibles, s'y sont broyés? Combien, entraînés dans cette vie de pression permanente et de nécessité endémique, s'y sont noyés? Nous allons maintenant passer aux éloges. Contrairement à ce que nous avons coutume de penser, l'indécision tient d'une défaillance qui ne nous est pas propre. Il occupe en ce lieu une place singulière, car c'est dans l'avant-crypte que repose Voltaire. Quand on parle de despotisme d'État, quand on critique l'omniprésence de la religion, quand on veut une république, ça dérange. L'être humain a tellement besoin d'assistance, tellement besoin d'aide, tellement besoin de soutien, que lorsque cela vient à manquer, il sombre dans l'échec. On affirme souvent que les temps ne seraient qu'un ennemi, que l'on affronte continuellement dans un combat sans merci. Peuple du Panthéon, dehors, c'est la guerre. Le chaos, mesdames et messieurs. Sortez sur le parvis, voyez par vous-même. Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Faire l'éloge de la mort, c'est faire l'éloge de l'éphémère. La vie est fragile, fuyante, soumise à la dure loi du temps. Et c'est ça qui en donne toute la saveur. Nous allons maintenant proposer au jury de se retirer pour délibérer. De la révélation Fondation Voltaire, c'est Corrado Abate. Merci beaucoup pour ce prix. C'est avec grand honneur que je le reçois. J'ai donc le plaisir de remettre le prix du public TV5 Monde à Rose Luman Saint-Jean. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du concours d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je remercie le peuple haïtien pour la solidarité, parce que si je peux obtenir ce prix, c'est grâce à la solidarité haïtienne. Cette édition 2021, donc le prix de l'inspiration AUF, est décerné à Julie Andrieux. Merci beaucoup à tous du public et les membres du jury. Et je ne sais pas exactement trop ce qu'il faut dire, mais je suis vraiment très honorée d'être là et c'était un plaisir de participer à ce concours tout du long, donc merci beaucoup à tous. Et pour finir, le Grand Prix Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est là aussi décerné par le jury et qui va récompenser la meilleure prestation, toutes considérations confondues, parmi l'ensemble des candidats. Et pour remettre ce prix, je le remets à Agnès Jaoui, marraine de cette édition. D'abord, je voulais vous dire que vous avez été tous vraiment excellents. Moi, j'ai apprécié aussi particulièrement qu'il n'y ait pas de rabaissement de l'autre ou de vanne comme ça se pratique parfois dans ce genre d'exercice un peu facile, voilà. Et au contraire, vous avez été tous respectueux et fort intéressants. Donc bravo à tous. Et je voudrais dire maintenant, entre ici, Dominique Abbas. Je me souviens. Je vais attendre un peu. Je lui donnerai. Merci. Je vais être très bref. Vous ne pouviez pas mieux trouver que Entre ici, c'est le plus bel hommage qu'on puisse me rendre. J'ai une pensée toute particulière pour mes parents,
Je sais, il faut le faire, mais j'espère qu'ils me regardent là où ils sont aujourd'hui, à Nantes. Et merci à eux qui m'ont toujours soutenu. Et puis tout particulièrement à mes amis qui sont là ce soir, à toutes celles et ceux qui m'ont appris énormément en éloquence, qui se sont donnés et desquels j'apprends tous les jours humainement, intellectuellement. Et à ce jury qui me fait l'honneur de me récompenser ce soir, mille merci, vraiment. Vous êtes remarquable. Vous avez surtout, en plus de vos qualités propres, tous ceux qui ont parlé ce soir, réussi à être fidèle en fait à Sénèque, qui enseignait que l'art de la rhétorique, c'est cultiver le beau pour exprimer le vrai. Alors merci. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir reçu le prix du public de TV5 Monde dans le cadre du concours international d'éloquence pour la finale. C'est toujours la curiosité d'apprendre et aussi d'avancer. Parce que les compétitions, ça vous booste un peu et ça aide aussi à avancer. Quand je dis que ça aide à avancer, les sujets que j'ai pu débattre dans tout le concours, c'est des sujets auxquels je ne m'y attendais même pas. Et c'est des sujets qui font partie de mes champs d'études. Et pour moi, c'est très intéressant de pouvoir apprendre de nouvelles choses et aussi d'apprendre des choses des autres personnes. Le prix que j'ai reçu ce soir est une récompense extraordinaire et je ne pouvais évidemment qu'en rêver. Mais le vrai honneur dont j'ai eu la chance de bénéficier ce soir, c'est de pouvoir plaider dans ce lieu exceptionnel qu'est le Panthéon. Ce prix-là récompense tout l'effort, toute l'énergie que j'ai souhaité consacrer à ce lieu et à cette dynamique et aussi avec des concurrents exceptionnels que j'ai pu rencontrer et desquels j'ai énormément appris tout au long de ce concours. Je voudrais d'abord dire un mot pour les prochains qui ne sont pas encore candidats. Candidatez. Allez-y, lancez-vous. Il y avait une finaliste exceptionnelle ce soir qui n'avait jamais fait d'éloquence avant, qui n'avait été dans aucune association, qui n'avait pris aucun cours, dont les études n'avaient rien à voir. Et pourtant, elle est arrivée en finale et elle s'est énormément amusée. Donc, candidatez.